Tout le monde me passait sous le nez comme un simple bruit de fond pendant que ma sœur croulait sous les compliments concernant sa vie, mais j'ai laissé couler jusqu'au jour de l'anniversaire de ma grand-mère où elle m'a demandé où j'habitais désormais et que j'ai répondu que j'occupais juste un petit appartement de fonction au dernier étage avec vue sur le jardin des Tuileries, ce qui a fait recracher son champagne à ma sœur tandis que ma mère me regardait comme si elle voyait un fantôme et que mon oncle se contentait de siffler entre ses dents en lâchant un petit « tiens, tiens, tiens ». Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été celle qu'on oubliait de mentionner, non pas par méchanceté peut-être, mais certainement par pure indifférence, car à chaque dîner de famille, à chaque anniversaire ou réunion, les projecteurs se braquaient naturellement sur ma sœur Léa qui était la fille parfaite, l'ancienne déléguée de classe brillante au lycée, l'étudiante mention très bien qui s'était mariée jeune avec un type possédant une maison de vacances au Cap Ferret et qui postait des photos Instagram impeccables de leurs 2 Golden Retrievers assortis. Ma mère parlait d'elle pendant des heures comme un disque rayé qui ne jouerait qu'une seule chanson, alors que moi, je n'étais que Chloé, la fille discrète et un peu maladroite qui avait quitté le nid familial très tôt et ne revenait pas souvent, celle à qui on demandait de configurer la box Wi-Fi pendant le réveillon de Noël pendant que ma sœur déballait des coffrets de parfums de luxe et des étoiles en cachemire. Mon oncle m'a un jour demandé si je faisais toujours des trucs sur ordinateur, et ma tante a oublié mon anniversaire 2 années de suite, mais je ne me plaignais pas car je me répétais que je n'avais pas besoin de leur attention. Après mes études, j'ai accepté un poste de technicienne de maintenance informatique, un boulot de débutante, ingrat et épuisant, mais j'ai continué à m'accrocher en passant mes nuits à apprendre des langages de programmation, à concevoir des applications et à travailler en freelance à côté. Mon appartement était minuscule mais mes écrans étaient immenses, et quand la plupart des gens décompressaient, je me mettais au travail pour corriger des bugs et enchaîner les réunions nocturnes avec des équipes à l'autre bout du monde. Ce n'était pas glamour et je ne postais rien sur les réseaux sociaux, donc personne dans ma famille ne savait ce que je faisais vraiment et ils ne posaient jamais de questions. D'ailleurs, une fois où j'ai essayé d'expliquer mon nouvel intitulé de poste, mon père m'a coupé pour demander à Léa comment s'était passé son stage de yoga à Biarritz. Ce qui était ironique, c'est que ce nouveau job me rapportait plus en primes annuelles que ce que le mari de Léa gagnait en une année entière, alors j'ai gardé ça pour moi et j'ai construit mon petit empire en silence au fil des promotions et des sollicitations des chasseurs de tête. Je suis passé de la maintenance à l'architecture système, puis à la gestion de produits, pour finir à la tête d'une division entière dans une grande firme de cybersécurité à la Défense, et j'ai fini par m'installer seule dans un appartement de prestige à Paris que je n'ai mentionné à personne. J'ai voyagé à Singapour pour le travail et à Londres pour des conférences, je me suis acheté une Tesla payée comptant, tout en laissant ma famille croire que je vivais toujours dans un studio miteux en banlieue, car après tout ils s'en fichaient alors je ne voyais pas l'intérêt de les corriger. Mais quand ma grand-mère a fêté ses 80 ans, il était impossible de rater la fête, alors j'ai pris un vol de nuit et je me suis pointée au domaine privé en Normandie sans dire un mot, vêtue d'une robe noire et de talons que je réservais d'habitude au conseil d'administration. Ma mère a écarquillé les yeux en me voyant comme si elle ne me reconnaissait pas au premier abord et ma sœur m'a serré dans ses bras comme si elle cherchait des traces de chirurgie esthétique, puis alors que nous sirotions du champagne, ma grand-mère, qui a toujours eu l'esprit vif, s'est tournée vers moi pour me demander où je vivais maintenant. Je n'avais même pas encore ouvert la bouche que ma mère s'est interposée pour dire aux autres invités que j'étais probablement vers Saint-Denis ou une banlieue du genre, mais j'ai souri et j'ai dit que j'avais un appartement de fonction juste au-dessus des Tuileries. Un silence de mort s'est installé autour de la table, Léa a littéralement recraché son champagne dans son assiette, le visage de ma mère s'est décomposé et mon oncle a lâché ce petit sifflement admiratif, et d'un seul coup, ils m'ont enfin vu. Mais ce n'était que le début car après cette soirée, j'ai cessé d'être invisible et la femme qui me demandait autrefois de remplir la carafe d'eau en plein dîner buvait maintenant chacune de mes paroles tandis que mon oncle, qui me tapotait autrefois la tête, voulait soudainement discuter d'investissement boursier. Ma mère, qui disait autrefois à une voisine que je travaillais dans l'informatique ou un truc du genre, a commencé à me présenter comme sa fille qui dirige la cybersécurité pour des banques internationales, ce qui n'était même pas techniquement vrai mais je n'ai pas pris la peine de la corriger. Quant à Léa, elle m'a envoyé un message le lendemain matin avec une tonne de points d'exclamation pour me demander si j'étais libre pour un café avant mon retour à Paris en disant que je lui manquais et que ça faisait trop longtemps. J'ai fixé le message un moment avant de répondre parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec ma distance émotionnelle, quand j'avais manqué sa fête de révélation du sexe de son bébé, celle où je n'avais même pas été invitée.
Je l'ai quand même rencontrée dans un café près de mon hôtel et elle s'est lancée dans un monologue sur la difficulté de sa vie actuelle, le nouvel échec de la start-up de son mari, le bébé qui ne dormait pas, son stress et l'épuisement, en mentionnant 3 fois le prix exorbitant de la crèche. J'ai simplement écouté en hochant la tête puis elle a penché la sienne en disant que j'avais de la chance de ne plus avoir à me soucier de l'argent, ce qui n'était même pas une question, et à partir de là, tout a fait boule de neige. Soudain, tout le monde avait une raison de m'appeler car Léa avait besoin d'aide pour financer son nouveau SUV à cause d'un problème de crédit. Ma mère m'appelait pour sa cuisine car elle était si proche de pouvoir enfin faire ses rénovations et voulait savoir si je pouvais donner un dernier coup de pouce financier pour terminer les travaux. Même mon père, dont l'opération du genou n'allait pas être entièrement remboursée par la mutuelle, ne voulait soi-disant pas demander mais espérait que je le ferais pour lui, juste cette fois. J'ai dit oui à chaque fois, non pas parce que je ne voyais pas ce qui se passait, mais parce que j'avais envie de croire à autre chose, j'avais envie de croire qu'ils avaient changé et qu'ils tenaient à moi, qu'enfin après des années à être un personnage secondaire, j'étais respectée et appréciée. D'une certaine manière, je l'étais, car nous avions de nouveau des dîners et les groupes WhatsApp qui ne comprenaient autrefois que Léa et mes parents affichaient désormais mon nom en haut de la liste, Léa m'identifiait sur des publications Facebook et ma mère m'appelait sa « sauveuse ». Mon père m'a même demandé de lui expliquer les crypto-monnaies, ce qui était hilarant venant d'un homme qui signait encore des chèques au supermarché, et pendant un temps, ça a fonctionné et j'étais sur un petit nuage, bercé par l'illusion que ma famille m'aimait enfin en retour. Je ne comptais pas l'argent, je ne surveillais pas les virements et je ne remettais rien en question jusqu'au jour où j'ai reçu un appel de ma grand-mère qui ne m'appelait jamais sauf si quelque chose n'allait pas, elle qui voyait clair là où les autres étaient aveugles et qui était la seule à ne m'avoir jamais fait sentir insignifiante. Ce jour-là, sa voix était calme mais hésitante, elle m'a demandé si j'avais un moment pour parler puis elle a dit une phrase qui a tout fait basculer, « Chloé, je dois te dire quelque chose et je ne pense pas que tu vas apprécier. » J'ai retenu mon souffle pendant qu'elle me racontait avoir surpris une conversation entre Léa, ma mère et mon père dans le jardin après un barbecue, où ils parlaient de moi et du fait que j'étais enfin devenue utile. Ils disaient qu'il était temps que je rembourse toutes ces années où je n'avais rien fait pour eux et qu'il fallait me garder près d'eux au moins jusqu'à ce que la cuisine soit finie et le SUV payé. Elle m'a dit que Léa avait ri en ajoutant que « Chloé ne remarque même rien, elle croit qu'on s'intéresse à elle », et ma grand-mère m'a avoué qu'elle avait failli intervenir sur le champ mais qu'elle ne voulait pas faire de scandale. J'ai senti une brûlure dans ma poitrine, non pas par surprise, mais parce que je n'étais pas vraiment étonnée car au fond de moi, je l'avais toujours su, mais l'entendre à haute voix rendait la chose réelle. Je n'ai rien dit à ma grand-mère pendant un long moment, puis je l'ai remerciée en lui disant que je la rappellerais plus tard avant de raccrocher et de m'asseoir sur mon canapé de designer dans mon appartement de luxe en fixant les toits de Paris, et c'est à cet instant que tout a changé. Je ne les ai pas affrontés immédiatement comme la plupart des gens l'auraient fait avec un éclat de voix ou un appel dramatique, au contraire, quelque chose en moi s'est éteint, comme un interrupteur qu'on bascule, et soudain je me suis sentie spectatrice de ma propre vie. Je suis restée, j'ai continué à sourire et à répondre aux appels parce que je voulais voir jusqu'où cela irait maintenant que je connaissais la vérité, et la première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point leurs attentes étaient devenues banales. Léa ne demandait même plus, elle se contentait de parler de ses dépenses comme on parle de la météo, mentionnant que la crèche était hors de prix ce mois-ci ou que les traites de la voiture les stressaient, tout en laissant chaque phrase en suspens comme si elle attendait que je comble le vide financier. Ma mère faisait la même chose sans jamais prononcer les mots directement, m'envoyant des photos d'échantillons de placards ou de carrelage suivis de messages disant à quel point les matériaux étaient chers ou qu'ils voulaient finir les travaux tant qu'ils étaient encore en assez bonne santé pour en profiter. Mon père était plus subtil, il m'appelait pour prendre des nouvelles puis dérivait sur des histoires d'amis partis tôt à la retraite, qui voyageaient et n'avaient pas de soucis de facture médicale, en riant et en disant que « ça devait être bien », avant de se taire comme s'il attendait que je propose mon aide. Et je le faisais toujours, du moins avant, mais après l'appel de ma grand-mère, j'ai arrêté d'envoyer de l'argent sans rien annoncer ni expliquer, en gardant exactement le même ton et la même chaleur pour voir s'ils remarqueraient mon absence avant de me remarquer moi. Ils n'ont rien vu au début, par contre ils ont vu arriver Noël et ont insisté pour que je vienne plus tôt cette année en disant que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas été tous ensemble et que le bébé avait besoin de voir sa tante. J'ai réservé mon billet et quand je suis arrivée, tout était parfait, la maison sentait la cannelle et le sapin, la musique était douce et ma mère m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude.
Léa ne cessait de me toucher le bras en parlant comme si nous étions soudainement fusionnels et mon père m'a servi un verre en m'interrogeant sur Paris et mon travail, car ils jouaient tous la comédie en temps réel et je les observais faire. Le dîner était bruyant et joyeux, les cadeaux ont été échangés et les miens étaient extravagants comme toujours, mais j'ai remarqué que plus personne n'avait l'air gêné de les accepter, ce qui m'aurait dérangé autrefois mais plus maintenant. Après le dessert, ma mère a suggéré de prendre le café au salon et tout le monde s'est installé à sa place habituelle dans une ambiance de fin de pièce de théâtre où les acteurs se détendent parce que le public applaudit encore. C'est là que j'ai pris la parole en demandant à Léa si elle se souvenait du barbecue quelques mois plus tôt chez mes parents et si elle se rappelait être restée dans le jardin avec maman et papa après que tout le monde soit rentré. Elle s'est figée, pas de manière spectaculaire, mais juste assez. Ma mère a prononcé mon nom comme un avertissement et mon père n'a rien dit du tout, alors je leur ai dit que je savais ce qu'ils avaient dit. Je n'ai pas eu besoin de répéter leurs paroles mot pour mot car leurs visages m'ont tout confirmé, leur choc ne venait pas du fait que je sois blessée mais du fait que je sois au courant. Ma mère a commencé à parler immédiatement pour justifier l'injustifiable en disant que c'était des plaisanteries sorties de leur contexte ou dues au stress, que les familles disent parfois des choses qu'elles ne pensent pas, mais je les laissais parler avant de leur dire que j'avais parfaitement compris la nature de notre relation. Je leur ai dit que je n'étais pas en colère mais que c'était fini et que je ne voulais plus être la solution à leurs problèmes ou le compte en banque de leurs projets, et quand Léa a tenté de m'interrompre, je ne l'ai pas laissé faire, je me suis levée, j'ai mis mon manteau et j'ai annoncé que je partais. Je leur ai demandé de ne pas m'appeler pour essayer de réparer les choses ou pour s'excuser car ma décision était prise, et alors que j'ouvrais la porte, j'ai entendu ma mère murmurer mon nom une dernière fois, mais je ne me suis pas retournée. Dehors, l'air était vif et froid et ma grand-mère m'attendait déjà sur le perron comme si elle savait, elle n'a pas posé de questions ni dit qu'elle était fière, elle a juste hoché la tête et est montée dans la voiture avec moi pour que nous partions en silence. Pour la première fois depuis cette fameuse soirée d'anniversaire, je ne me sentais pas tendue ou sur la défensive, et bien que je pensais que c'était la fin, je me trompais car je ne m'attendais pas à ce qu'ils reviennent à la charge. Je pensais qu'ils allaient me laisser tranquille, ruminer dans leur coin et peut-être dire du mal de moi mais finalement s'effacer, et c'est ce qui est arrivé pendant un temps, un silence total et salvateur, mis à part ma grand-mère avec qui je suis restée en contact et qui m'a invitée chez elle sur la Côte d'Azur pendant une semaine. Rien que nous deux, sans drame ni question d'argent, à marcher sur la plage chaque matin et à cuisiner le soir, je ne m'étais pas sentie aussi légère depuis des années, mais 2 semaines après mon retour à Paris, quelque chose de bizarre s'est produit. J'ai reçu l'appel d'un recruteur que je ne connaissais pas, il avait l'air un peu trop enthousiaste en disant qu'un client cherchait quelqu'un pour diriger une nouvelle division de cybersécurité et que mon nom était apparu sur un réseau professionnel familial auquel j'aurais soi-disant adhéré. Comme je n'avais rien rejoint du tout, j'ai raccroché, mais cet appel m'a tracassé et 1 heure plus tard j'ai commencé à fouiller pour découvrir en 15 minutes qu'un profil LinkedIn bidon avait été créé avec mon nom, ma photo et un historique de carrière truffé d'exagérations et de faux titres. Ce profil était lié de manière flagrante à un nouveau cabinet de conseil dirigé par un certain Mathieu Calment, un nom inconnu pour moi, mais le site web me listait comme partenaire silencieuse et quand j'ai appelé le numéro de téléphone indiqué, c'est la voix de mon père qui a répondu. Je ne lui ai même pas laissé le temps de parler et je lui ai demandé ce qu'il fabriquait, il a bafouillé en essayant de reculer en disant qu'il essayait juste de bâtir quelque chose pour la famille en profitant de notre succès collectif, mais j'ai raccroché immédiatement. Moins de 10 minutes après, Léa m'appelait pour jurer qu'elle n'y était pour rien, mais c'est sa phrase suivante qui m'a fait exploser quand elle a dit « Tu ne comprends pas à quel point on avait besoin de ça, les temps sont durs en ce moment », comme si c'était une excuse valable. Cette nuit-là, j'ai envoyé une mise en demeure par le biais de mon avocat qui n'était pas bon marché pour faire fermer le site et supprimer les faux profils tout en gérant les retombées auprès de 2 investisseurs qui m'avaient déjà contacté en pensant que j'étais impliquée. Cela aurait pu ruiner ma carrière mais le pire n'était pas là, c'était de réaliser qu'ils ne voulaient plus seulement mon argent, ils voulaient mon nom et mon succès pour s'emparer comme d'un manteau et prétendre qu'ils avaient eux aussi bâti quelque chose. Je n'étais plus une simple ressource, j'étais leur marque publicitaire et ils pensaient que je ne le verrais pas, alors j'ai appelé ma grand-mère ce soir-là en faisant les 100 pas dans mon appartement, et elle m'a dit sans surprise, « Je t'avais prévenu Chloé, ils n'aiment pas les gens, ils aiment ce que les gens peuvent leur apporter. » Après ça, j'ai tout changé, nouveau numéro, nouveau compte, j'ai effacé ma présence numérique pour la reconstruire de zéro avec des pare-feux impénétrables, j'ai arrêté de répondre aux numéros inconnus et je suis devenu un fantôme.
J'ai même quitté Paris pendant un moment pour me vider la tête et c'est là que j'ai reçu une lettre manuscrite sans adresse d'expédition qui disait « On ne voulait pas te blesser, on avait juste peur, tu n'es plus comme nous maintenant ». À l'intérieur se trouvait une photo de moi à 12 ans dans la cuisine de ma grand-mère, un tournevis à la main en train de démonter une vieille radio pendant que tout le monde en arrière-plan riait et célébrait autre chose, et c'était ma mère qui avait pris cette photo. Le message était clair mais il était trop tard, je n'ai pas répondu à la lettre, je l'ai lue 2 fois avant de la ranger au fond d'un tiroir non pas comme un souvenir précieux mais comme une preuve d'une tentative désespérée de transformer la culpabilité en sentimentalisme. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait, ils étaient désolés que je sois partie avant qu'ils n'aient fini de m'exploiter, alors j'ai attendu 1 semaine pour être sûre de ne pas réagir sous le coup de l'émotion avant d'écrire mon dernier message. Il était court et froid, je leur ai dit que je savais tout pour le cabinet de conseil, les investisseurs et l'usurpation de mes compétences, ainsi que pour la conversation dans le jardin et leur manipulation, et que si ma générosité avait été constante, je voyais maintenant qu'elle avait été utilisée comme une arme contre moi. J'ai annoncé que je coupais tout contact de manière permanente, pas seulement l'argent mais tout, et qu'ils ne devaient plus jamais me contacter, même pour des événements familiaux ou en cas de décès, sous peine de poursuites judiciaires immédiates. Je n'ai pas signé, avec amour, juste mon prénom, et j'ai envoyé le message avant que ne s'installe un vide total sans aucune réponse ni tentative de me culpabiliser, ce qui aurait dû me faire mal mais m'a procuré une sensation de libération, comme si je sortais d'une pièce enfumée depuis des années. Puis, contre toute attente, ils ont commencé à raconter partout que c'était eux qui m'avaient coupé de leur vie, et la rumeur m'est revenue aux oreilles par des connaissances lointaines disant que j'étais devenue arrogante, obsédée par l'argent et que j'exigeais un respect démesuré. Ils ont réécrit l'histoire pour passer pour les victimes d'une fille ingrate qui avait oublié ses racines, mais je ne me suis pas défendue car je n'avais plus rien à prouver à personne et j'ai préféré me consacrer à ma nouvelle vie. J'ai vendu mon appartement de prestige, non pas par manque de moyens, mais parce que je ne voulais plus être définie par lui, et j'ai acheté une maison de ville à rénover entièrement à Boulogne où chaque vis et chaque coup de pinceau étaient les miens, quelque chose de solide construit pour moi-même. J'ai commencé à accompagner de jeunes femmes dans le milieu de la technologie de manière informelle en leur apprenant à négocier et à s'affirmer, en leur disant la vérité sur ce milieu et pas seulement les côtés brillants, et j'ai investi dans 2 startups dirigées par des femmes qui prospèrent aujourd'hui. J'ai réappris à prendre mes week-ends, à cuisiner autre chose que des pâtes industrielles et j'ai adopté un chien errant avec une oreille cassée et un sale caractère que j'ai nommé Ghost, parce que c'est ce que je suis devenue pour ma famille. Quelques mois plus tard, ma grand-mère est venue me voir après avoir pris le train, refusant que je lui paie un chauffeur car elle voulait découvrir le quartier à pied, et en entrant chez moi, elle a regardé le parquet et les étagères remplies de livres en disant simplement « ça te ressemble ». Nous avons pris un café sur la terrasse pendant que Ghost aboyait après les pigeons et quand je lui ai demandé si elle était déçue que j'ai coupé les ponts, elle m'a répondu sans hésiter que j'avais donné plus de chance qu'il n'en méritait et que ce n'était pas un échec mais une preuve de noblesse d'âme. Cela fait plus d'1 an maintenant et le silence est total, un silence qui m'effrayait autrefois car je le prenais pour de l'abandon mais que je chéris aujourd'hui comme le son de la guérison et d'un espace enfin assaini. Ma maison est mon vrai foyer, je continue de diriger mon équipe et de construire des systèmes invisibles mais essentiels, et je sais désormais dire non sans peur d'être oublié ou de ne pas être assez bien car je choisis ce qui mérite mon attention. Ghost garde toujours la porte avec ferveur et ma grand-mère me rend souvent visite pour me raconter des histoires de son passé, et quand elle me demande si je regrette parfois ma famille, je lui réponds que je regrette l'idée que j'avais d'eux, une mère protectrice, un père fier et une sœur complice, une version qui n'a jamais existé. L'autre jour, en retombant sur la photo de mes 12 ans avec la radio, j'ai réalisé que cette petite fille se fichait d'être remarquée, elle voulait juste comprendre comment le monde fonctionnait, elle n'était pas brisée, elle était juste enfouie sous des gens trop égocentriques pour la voir. Je garde cette photo comme une preuve du chemin parcouru et de la raison pour laquelle je ne reviendrai jamais en arrière, mais la semaine dernière, une chose étrange est arrivée sous la forme d'un message vocal d'une cousine, Megan, à qui je n'avais pas parlé depuis 10 ans. Elle ne voulait rien, ni argent ni faveur, elle voulait juste me dire que les choses avaient changé là-bas, que mon père avait abandonné son projet bidon, que ma mère faisait du bénévolat et que Léa avait arrêté de simuler une vie parfaite sur Instagram pour reprendre des études de psychologie. Selon elle, mon départ a provoqué une sorte de prise de conscience collective et bien que personne ne parle de moi à voix haute, ma grand-mère veille à ce qu'il n'oublie pas la vérité sur ce qui s'est passé.
On m'a dit que ma mère pleurait parfois en entendant mon nom, d'un regret sincère et privé, ce qui m'a déstabilisé, mais je n'ai pas repris contact pour autant car certains changements ne sont pas des invitations à revenir, mais simplement la preuve que même les gens qu'on croyait figés peuvent évoluer, et cela me suffit amplement.